va vous faire une petite présentation sur notre jeu Camero qui est sorti en 2024 et qui a donc bientôt 1 an et demi à peu près. C'est ça. La présentation est en anglais, on s'excuse. Alors nous on parle français évidemment, mais parce qu'on l'a utilisé dans le cadre de FrogCon, qui est la conférence des fondus de la grenouille. Ça existe. Ça existe, oui, oui. On en fait un peu partie. Bon. Complètement. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on a fait un jeu de collection de grenouilles, dans lequel on collectionne des grenouilles, on photographie des grenouilles, on nourrit des grenouilles, on élève des grenouilles, on croise des grenouilles pour faire des nouvelles grenouilles. C'est une occasion aussi de parler de la restauration des marais, des zones humides dans lesquelles vivent les grenouilles. Voilà. Donc, en gros, j'ai résumé le jeu. C'est très bien, tout à fait. Voilà. Je crois qu'on a une slide qui résume encore plus les concepts derrière. Bon, très bien. Et c'est sorti sur tout un tas de plateformes, ce qui est un petit peu aussi une thématique centrale de la présentation, qui est que c'est bien de sortir sur un tas de plateformes pour rentabiliser le projet. Et c'est sorti d'ailleurs sur mobile il y a à peine 3 semaines. Un mois bientôt. Voilà, bientôt un mois. Voilà. Donc vous pouvez aller le regarder sur mobile ou sur toutes ces plateformes. Alors, donc, Fun with a Message. Ouais, Fun with a Message. Donc effectivement, Camero à la base a vraiment la vocation de parler de solutions contre le réchauffement climatique. Donc c'est la genèse du projet, c'est un document qui s'appelle Project Drawdown. C'est un PDF de 200 pages dans lequel il y a toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Et au milieu du truc, il y a une page avec une énorme bulle qui veut dire qu'on va séquestrer plein de carbone si on fait ça. On regarde et on dit c'est la restauration des zones humides. Ça alors, on creuse un petit peu, etc. Et en fait, les zones humides ont été asséchées. Elles capturent énormément de carbone, beaucoup plus que les forêts, parce que toute la végétation qui pousse dans les marais, quand elle meurt, le carbone reste séquestré au fond et n'est pas libéré dans l'air. Donc c'est vraiment une énorme solution pour lutter contre le changement climatique. Donc on voulait faire un jeu qui parle de ça, et quoi de mieux que les grenouilles pour parler des marais et des zones humides. Ouais, avec un angle qui était de pas faire un jeu chiant, en gros, si je peux dire. Ça peut aller de soi, mais pas forcément sur les jeux à message. Donc l'idée c'était de faire un jeu avant tout quand même gamey et sympa à jouer. Parce que l'idée c'était pas aussi de faire un jeu qui n'attire que des gens qui viennent pour le message écologique et qui quelque part sont déjà convertis à la cause. C'était aussi de faire un jeu qui avant tout va attirer des gens qui cherchent à collectionner des grenouilles et qui en passant vont se faire subtilement passer le message. Et c'était ça tout un peu à la base du concept. Ouais, c'est ça. Et dans tout le marketing du jeu, en fait, on parlait presque jamais du message écologique, en fait, quoi. On parlait vraiment que de collection de grenouilles. Et c'est quand les gens jouaient au jeu que ils avaient ce message de la jauge carbone, etc., qu'on va voir après. Et ce choix quand même de voilà. Et le choix du moteur quand même. Ouais, Godot, qui est un moteur open source, qui, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais qui était très très light. Non, mais il est toujours light. Oui, il est toujours très light. Toujours très light. Et donc il y avait une empreinte, enfin on cherche aussi à réduire l'empreinte carbone, mais c'était un peu même une démarche dans tout ce qu'on a fait sur les assets, etc., pour faire un jeu le plus petit possible, entre guillemets, qui pèse le moins possible. Et surtout qu'il puisse être sur toutes les plateformes, pour justement faire en sorte que les joueurs n'aient pas à remplacer leur hardware et du coup limiter l'impact de la fabrication des machines, de Switch, de PC, etc. Si le jeu tourne sur les vieilles machines, les joueurs sont moins incités à renouveler leur matériel. Vous me direz, vu que c'est un jeu 2D avec des grenouilles, c'est pas non plus le truc qui prend le plus de puissance de GPU. Mais bon. Alors, key features, donc les points principaux, c'était quoi ? Ça correspond un peu à ce qu'on avait sur la page Steam, je pense. C'était s'adresser à des gens qui voulaient décorer et customiser des choses, qui voulaient restaurer, manager. Donc, il y a un côté farming game. Et il y a un côté collectionnite, donc pour les achievers, les gens qui veulent toutes les avoir. Il y en avait 512, même si c'est vrai qu'au départ, je crois tu voulais en mettre combien, toi ? 2000, non ? Un truc comme ça. Ouais, on a revu un peu les ambitions à la baisse. On était à 2112 ou quelque chose comme ça. Et on a dit, bon, non, on va retirer quelques couleurs quand même. Ça va faire 512 grenouilles, c'est déjà pas mal.
Et donc ça parle aux joueurs cozy, où il y a alors, le jeu cozy aujourd'hui c'est devenu un peu la tarte à la crème, mais il y a beaucoup de jeux cozy, mais il y a des sous-familles là-dedans, et c'est vrai qu'il y a beaucoup le côté, le volet décoration, le côté farming et le côté achiever completion. Du coup, alors voilà, ça c'était beau ça. Moi, je me rappelle plus de ce truc, on avait fait ça il y a bien longtemps. C'est en fait toute la game loop du jeu. En fait, le jeu peut être résumé comme ça, avec tout ce qui est les syncs, l'étape, enfin tout ce qui est on génère de la monnaie, c'est utilisé pour ça, qui nous génère plus de grenouilles, donc on a vraiment tout le volet paludiculture, donc c'est la culture des marais. C'est le terme utilisé pour désigner la culture des zones humides. On peut remettre en eau une zone humide qui a été asséchée et y cultiver des roseaux, des cranberries, ce genre de cultures qui peuvent être utilisées, qui ont des vraies utilisations dans la vie réelle, derrière des vrais débouchés. Et donc cette fabrication de paludiculture est conditionnée à une bonne biodiversité qu'on peut voir en bas. Plus la biodiversité est bonne, plus il y a d'insectes rares, et donc plus il y a aussi de grenouilles rares. Et les insectes rares nous permettent de apprivoiser les grenouilles, qui vont nous permettre de les croiser, qui vont nous permettre d'avoir plus de grenouilles. Donc tout s'imbrique en fait les uns dans les autres. La zone humide sert la zone de décoration et vice versa. Et ce qui est marrant avec ce schéma-là, c'est que c'était vraiment je pense que c'est le truc qu'on avait mis dans le dossier pour obtenir le FAJV, je pense. Oui, tout à fait. Donc vraiment tout au début du projet, et c'est vrai qu'on a mis à peu près 2 ans à fabriquer ce jeu. Ouais. C'est un jeu qui se joue, il y a une durée de vie de peut-être 12-15 heures, on va dire en gros, sauf pour les fous qui veulent vraiment voir toutes les grenouilles, etc. Mais on avait fait ça au début, puis ensuite c'est vrai que dans le temps de production, on a commencé à dévier un peu dans tous les sens, etc. Et quand on a fini le jeu, on s'est quand même rendu compte que finalement le game design document qu'on avait fait avec ce schéma-là, on l'avait quand même pas mal respecté au final. Et dans les grandes lignes, il est resté à peu près le même si on a ajusté quelques trucs à la marge, notamment les points de réputation, on les a ajoutés un petit peu après avoir fait cette game loop là, pour mettre un certain niveau en fait au niveau du refuge. Parce qu'il y avait déjà un niveau au niveau de la zone humide qui était la biodiversité. Il nous fallait aussi un niveau dans le refuge pour déterminer, vraiment dire aux joueurs, voilà, ton refuge, il est niveau 50, quoi. Donc les game design documents, c'est pas complètement stupide. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Scoping the game. Donc la question c'était, comme pour tout jeu, et ça j'imagine que c'est quand même pas mal rabâché à tout le monde, c'est faire attention à pas en mettre trop. Nous c'était notre premier jeu ensemble, et on tâtonnait encore un peu même sur le moteur aussi, à savoir comment faire fonctionner. Donc on avait choisi la 2D parce que c'était aussi une force pour notre production, notre pipeline de production, pour la direction artistique évidemment. Yannick, graphiste 2D, ouais, et pas 3D, même si ça change en ce moment. Tout à fait. Voilà. Et on voulait aussi pas, on a fait un choix assez difficile à un moment donné. Au départ dans le jeu, le personnage devait se déplacer, ouais. Et on s'est évidemment rendu compte que les 3C, la caméra, le contrôle machin, tout ça c'était le bazar, et que donc c'était aussi simple de peut-être ne pas le faire, et d'avoir plutôt là encore un choix rationnel, pragmatique, pour vraiment arriver à shipper le jeu, de faire que en fait la caméra se déplace d'un endroit à l'autre, se téléporte. En gros, le personnage se téléporte, quoi. Ouais, le personnage se téléporte là où le joueur a décidé d'interagir, en fait. Donc s'il décide d'interagir avec la cuisine, donc il a la cuisine qui s'ouvre, il a fini ce qu'il a à faire dans la cuisine. Quand il sort de la cuisine, le personnage est là, en fait, quoi. C'est comme s'il s'était déplacé à la cuisine, sauf que il s'est téléporté, en fait, quoi. Donc, et le truc là où c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup pris la tête là-dessus, en se disant mais ça va être terrible, tu te rends compte, on fait un jeu dans lequel le personnage il se téléporte, on va dire un truc des années je sais pas combien. Et en fait les joueurs s'en fichent complètement. Parce que à partir du moment où on fait pas un jeu où le déplacement a une quelconque fonction intéressante, en fait ils s'en fichent, le joueur. Si l'idée c'est de collectionner des grenouilles en prenant des photos des grenouilles, le déplacement du perso c'est juste un non-sujet. Voilà. Donc on s'était beaucoup angoissé pour rien. Tout à fait. On avait prévu déplacement du personnage, etc. Donc voilà, ça c'est les tout premiers concepts. Vraiment, mais vraiment les premiers coups de crayon, ils sont là, quoi. C'est en haut à gauche, c'est les premiers coups de crayon du truc, fait sous Procreate à la base.
Donc on retrouve l'idée. Alors il y avait une idée un petit peu plus fantasy à la base, d'un personnage qui aurait la taille des grenouilles et qui se déplacerait à d'autres grenouilles. Bon, on a assez vite abandonné l'idée parce que on voulait quand même un jeu qui était un peu plus ancré dans le réel pour parler d'écologie, parler de solutions concrètes en fait que les gens pouvaient appliquer dans la vie réelle. Le perso aussi, on imaginait pouvoir lui faire différents habits. On peut voir là-haut. Ça aussi, on a vite abandonné. Voilà, c'était un petit peu. On avait préparé tout le personnage pour faire en sorte de faire plein d'habits différents, etc. Non, finalement. Mais déjà, à l'époque, il y avait l'idée en fait de travel, de vraiment voyager du refuge vers la zone humide. On voit tout à gauche, voilà, la grenouille voyageuse qui va vers la zone humide et puis qui revient dans le refuge. Donc refuge qui est vraiment la maison et puis la zone humide vraiment à restaurer, quoi. Donc les tout premiers concepts. Il y a un autre truc rigolo aussi, c'est le perso. Vous voyez le perso, il a l'air très très jeune. Ouais. Et si je reviens en arrière, le key art, il a bien changé. Ouais. Le perso à droite. Là. Donc on voit bien l'évolution. Et ça, c'était market driven en fait. L'idée, c'était de se dire, ouais, mais au final, c'est qui notre audience, quoi. Et on se disait que l'immersion serait peut-être plus facile, enfin l'identification au personnage serait plus facile avec un personnage adulte. Donc c'est vrai que, et ça c'est, je pense qu'on a changé d'avis, on a au moins un an de production derrière nous déjà, donc c'était une réorientation assez majeure, et ça allait plus avec le storytelling aussi, et ça permettait du coup aussi d'introduire des personnages adultes aussi autour d'elle, et ça a influencé complètement toute la narration. Mais c'est vrai que c'est intervenu assez tard. Donc, En fait, on a commencé à faire des portraits en pied des PNJ et on les voulait adultes. On voulait que l'histoire parle de gens adultes qui se mettent ensemble pour vers un but commun, etc. Et du coup, la protagoniste devait être adulte aussi. Et quand on a fait son portrait, ça correspondait plus du tout à son sprite en jeu. Et même son portrait, on l'a complètement refait pour qu'elle soit aussi plus adulte. Donc on a effectivement rendu l'héroïne de plus en plus mature au fur et à mesure de la production, quoi. Et encore des petits screenshots whip de la production. Donc il y a un mélange en fait d'éléments 2D qui ne bougent pas. Et on a aussi fait intervenir Camille, qui est notre animatrice sur Kamaero, qui nous a fait du coup des animations vraiment frame par frame. On voit notamment sur le hérisson. Qui rajoute beaucoup de vie au fait dans tout le world, dans tout le monde. Donc il y en aura d'autres après, on pourra les voir. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir notre outil de coloration de frog. Sachant que voilà, on n'allait pas faire 512 frogs différentes, des sprite sheets de 512 frogs différentes, c'était pas possible. Donc elles sont colorées en shader. Donc elles ont toutes un pattern, donc Doblex, Victulus, Zebra, Léopard, il y en a 4 autres, je crois. 8 en tout, ouais, il y en a 8 en tout. Et c'est en niveau de gris et c'est un shader qui vient recolorer en fait chaque partie. Donc avec toutes les combinaisons de couleurs primaires et couleurs secondaires, ça nous faisait 512 grenouilles. Donc ça c'est la position un peu de base, quoi, mais elles ont différentes positions en fonction des différents meubles. Donc sur chaque meuble, il a fallu faire en fait les masques qu'il fallait pour qu'ils puissent être recolorés et faire la grenouille en question qui nous intéressait, quoi. Avec un fun fact sur les couleurs, qui est qu'il y a 2 couleurs qui sont mentionnées quelque part dans le jeu qu'on n'a pas fini par pas mettre en fait. Et on les a complètement oubliés là, et on a régulièrement des joueurs qui se plaignent en disant je comprends pas, j'arrive pas à choper la grenouille, je sais plus quoi, la caramel. C'est lavender et platinum. Ouais. Et sur notre Discord, il y a tout le temps des gens qui viennent constater ce problème. Et, au moment du breeder, en fait, il y a une espèce de shuffle qui est fait dans les couleurs, et de temps en temps, sur une frame, il y a encore la couleur lavender. Et du coup, les gens, ils la voient et ils disent pourquoi je peux pas avoir la lavender? On est là, on a oublié de l'enlever. Elle n'existe pas. N'existe pas. D'autres screenshots whip, donc ça, c'est sur spécifiquement les bâtiments.
Ouais, donc j'avais commencé avec ma petite expertise de la perspective isométrique à essayer de commencer des bâtiments comme ça, sachant que la perspective n'est pas exactement isométrique dans le jeu, mais dimétrique, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais c'est quelque chose qu'on voulait pour que ce soit un petit peu plus aplati que l'isométrique, qui est vraiment assez top-down, quoi. Et moi, ne connaissant pas la 3D, je pensais que c'était la seule manière de faire, mais Aurélien connaît la 3D. Et donc il m'a dit, mais regarde, on va modeler le truc en 3D et puis on va le mettre dans la bonne perspective et puis comme ça va t'aider à modéliser les bâtiments. Et je dois dire que ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc là on voit la roulotte, ce qui est le shop en fait de Axel, donc c'est la boutique de Axel. Le jour, je crois que c'est le jour où il a fallu faire un vélo en perspective. Je dis non ça je fais pas. Il m'a fait un vélo en 3D, ça va beaucoup mieux. Donc on voit aussi des sketchs en fait des meubles dans lesquels les grenouilles apparaissent. Donc il fallait qu'on trouve des meubles avec des thèmes en fait pour faire des groupes de meubles, des groupes de 6 meubles en fait qui vont bien ensemble, qui sont débloqués tout au long du jeu, quoi. Et donc voilà cette méthode un peu plus en pratique. Et du coup là sur le laboratoire là-haut, Aurélien avait vraiment commencé à bien m'apprendre la 3D et je fais mais trop bien, on va pouvoir faire ça. Et ça m'a permis vraiment d'accélérer énormément la production des bâtiments sur Camero en fait, parce que on voulait quand même quelque chose qui soit assez détaillé, qui soit vraiment agréable à regarder, parce que c'est du jeu cosy, c'est un peu contemplatif, on passe du temps vraiment à regarder son environnement, etc. Donc plus il y a de petits détails comme ça, plus ça fait un peu plaisir aux yeux, plaisir au cerveau, quoi. Et du coup encore du travail de Camille avec la taupe. On voit la version whip et puis la version finale qui est directement intégrée en jeu. Donc c'est vraiment juste une animation frame par frame, quoi, avec je sais pas, il y a peut-être une 50aine de frames là-dessus. Moins encore, hein. Ouais. Et voilà, c'est le genre de petites animes qui sortent en jeu et qui c'est le petit bonbon pour le joueur qui adore voir ça, quoi. Avec un truc qui est très pragmatique aussi, qui est que en fait c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place et ça pop un peu n'importe où dans le jeu, dans des zones où on sait que le joueur ne peut rien faire de problématique en fait. Donc c'est à moindre prix ajouter de la vie à un truc un peu statique. Alors au-delà du shader classique qui fait bouger les herbes et les roseaux, avoir ce genre de petite animation qui pop un peu partout, avec un jet de dés aléatoire pour savoir où ça apparaît, ça met beaucoup de vie à moindre prix en fait. C'était ça l'idée. Et donc on a plusieurs, on a la taupe, on a le crabe, on a tout un tas de bestioles comme ça. Ouais, le hérisson, l'oiseau, le papillon. Voilà, ça ressemblait à ça avant. Ça a bien changé quand même. En fait, avant, sur la zone humide, on était parti sur un système de placement des mares, parce que pour restaurer la zone humide, il faut creuser des mares pour que l'eau revienne dans les mares et qu'on puisse planter de la végétation autour qui a besoin d'eau pour pousser. Donc il faut planter la végétation autour des mares. À la base, on était parti sur un placement un peu pixel perfect, dans le sens où on pouvait placer des mares un petit peu comme on voulait, et ça remettait en eau et ça faisait disparaître les taches marron, les taches de sécheresse. On s'est rendu compte assez vite que c'était pas très fun en fait. On plaçait des mares un petit peu n'importe où, c'était pas forcément très joli. On savait pas trop pourquoi on le faisait, on savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait placer où. Et c'est un jour un petit peu un breakthrough, on s'est dit attends, mais on voulait que pour le refuge ce soit totalement libre, on puisse placer des fauteuils, des chaises, des meubles un peu où on voulait, mais pour le refuge, pour le wetland, pour la zone humide, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une grille. On avait besoin d'une grille pour que les placements soient un petit peu stratégiques, que le joueur se sente vraiment compétent dans sa restauration, que les mares s'imbriquent les unes dans les autres, qu'on puisse faire des placements à la Tetris qui soient très satisfaisants.
Donc les mares ont des formes très particulières. Il y en a certaines qui ont des trous exactement au bon endroit pour placer un végétal, etc. Et on peut aussi combiner deux mares. Et là, ça s'appelle la mégaponde. Et ça capture encore plus de carbone. Et c'est très satisfaisant pour le joueur. Le jour où on a intégré les mégapondes, et quand, tous nos playtesters essayaient de faire ça. Ils voulaient que faire ça, ils voulaient faire toutes les mégapondes. Et ils adoraient cette mécanique de merge qui se faisait entre les mares. Et ça nous a pas mal surpris à l'époque. Ouais, puis le coup de placer en grille des objets, c'est assez classique en farming. Donc c'est vrai que les joueurs, quand on les regardait dans les playtests jouer, ils étaient perdus en fait. Ils cherchaient la grille en fait. Donc voilà, des fois il faut juste laisser le joueur faire ce qu'il a envie de faire. Enfin, faut lui donner les outils qu'il a l'habitude d'utiliser, on va dire. Ou alors si on le fait pas, il faut vraiment avoir une bonne raison. Donc pour les meubles, ça a du sens puisque c'est de la déco. Donc faire de la déco, faut être très libre. Pour le farming, les gens ont l'habitude de placer des trucs dans des grilles, donc il faut leur servir la soupe un peu, si je puis dire. Voilà. Sauf si on a une bonne raison de faire autrement. Ah oui. Ouais, et encore dans les idées qui n'ont pas fini dans le jeu final. On avait cette espèce de système de Lego avec les plateformes. Donc, dans pas mal de zones humides qui sont restaurées, les responsables en fait de la restauration de ces zones font vraiment des pontons tout le long de la zone humide pour que les visiteurs puissent en profiter et puissent se balader au sein de la zone humide sans dégrader le milieu. Et c'est quelque chose qu'on voulait potentiellement donner aux joueurs. Et là encore, la magie de Blender. C'est toi qui avais fait toutes les plateformes en 3D pour qu'elles s'imbriquent bien les unes dans les autres dans la bonne perspective. Ouais, pour qu'on les mette à la poubelle après. Et on les a mis à la poubelle après. Mais on a gardé le chemin du milieu qui est resté et qui est fait avec ce mécanisme-là, mais on n'a finalement pas donné le mécanisme aux joueurs. On avait l'intention de le donner aux joueurs, mais finalement ça posait trop de problèmes avec les zones dans lesquelles il y avait des grilles, donc finalement on l'a pas fait. Dans le registre aussi où on n'a pas fait, on imaginait un système de journal avec des washi tape, avec des stickers, avec des petits crayons, ce genre de truc où le joueur pourrait prendre les photos qu'il a pris de ces grenouilles et les mettre dans son journal et mettre des stickers dessus et dessiner dessus, etc. Bon. On s'est aperçu que personne n'utilisait ça, que ça ne servait pas les 3 piliers qu'on avait choisis, et donc finalement on ne l'a pas mis. Et troisième truc du coup qu'on n'a pas mis non plus, c'est le fameux personnage qui se déplaçait. On avait essayé à l'époque vraiment des inverted kinematics pour vraiment riguer un personnage et pouvoir faire des animations, etc. Mais bon, finalement on n'est pas allé au bout. Non, et puis finalement, tous ces trucs qu'on a abandonnés n'auraient servi à rien et n'auraient rien apporté au jeu, donc on a bien fait de les abandonner. Ouais, comme quoi, il faut pas hésiter. Ah oui, il y a Market Study, ouais. Donc peut-être plus sur l'aspect un peu business du truc. Donc évidemment, on avait fait notre fameuse étude de marché, comme tout le monde. Et c'est vrai que les jeux on était vraiment à la croisée de deux chemins. Tout ce qui était décoration et tout ce qui était completionisme. La collectionnite, etc., management, jeu de management, et on essayait de se placer là-dedans. Les jeux qu'on trouvait étaient quand même pas mal mobiles, pour être honnête. Il y a pas, il y a Neko Hatsume là-dedans. Neko Hatsume, c'était vraiment la base, c'est des chats qui popent dans des meubles, donc c'est vraiment la base probablement de la boucle principale du jeu, de grenouilles qui popent dans des meubles. Et c'était un jeu mobile. Et c'est vrai que in fine, le jeu, le jeu était bien noté sur Steam, hein, on était à 88, on était à 90 pendant un moment. 90 pendant un moment, 88. Et les critiques qu'on avait, c'était plutôt des gens qui disaient ah ouais, mais c'est trop comme un jeu mobile. Du coup là, on l'a sorti en mobile. Mais c'est parce que probablement aussi, c'est vrai que c'était des boucles qui étaient assez classiques en jeu un peu plutôt du type casu, quoi. Mais au final, même si le jeu a beaucoup plus de profondeur que ça, mais c'est vrai que c'est l'impression, notamment première, que ça donnait, même si le jeu a plus de profondeur et aussi pas mal de narration. Mais bon, voilà, on a fait cette étude de marché qui vaut ce qu'elle vaut, on va dire. Et surtout, quand on a sorti le jeu, on était en plein démarrage vraiment, les gens commencent à parler beaucoup de cozy games. Et vraiment, on s'inscrivait là-dedans.
C'était vraiment, on a pris cette vague, on a pris cette vague juste quand ça devenait vraiment une grosse vague. Ouais, on a commencé à développer le jeu fin 2021, début 2022. C'était vraiment post-Covid. Animal Crossing avait cartonné pendant le Covid en 2020 et c'était les débuts de Wholesome Games aussi, le compte Twitter qui agrégeait en fait plein de jeux cosy. Donc on est vraiment tombé au bon moment pour le genre, quoi. Ouais, les playtesters, on a parlé des playtests un petit peu. Nous, ça nous a été très très utile de faire beaucoup de playtests. Et donc la façon dont on a fonctionné pas mal, on avait rencontré les gens de Indium qui avaient un système où ils font tester les jeux par des gens, alors je sais plus, en Macédoine, je crois, Macédoine du Nord ou un truc comme ça, pourquoi pas, et avec une caméra, avec un eye tracker, c'est une bulle, on voit la bulle là un petit peu sur l'UI là sur le panel, c'est la bulle d'attention du regard du joueur. Et donc ça permet de voir que le truc super qu'on a prévu en haut à gauche de l'écran, personne ne le regarde jamais, ou qu'à l'inverse, les yeux vont toujours vers tel ou tel autre endroit. Donc c'était vraiment super intéressant de faire ça. En termes d'UX, ça nous permettait de vraiment voir comment ça cheminait. Bon, alors, les gens s'exprimaient en macédonien. Oui. On comprenait pas toujours très bien ce qu'ils disaient, mais on avait un rapport à la fin, mais surtout on les voyait jouer, puis on voyait leur expression. Et évidemment, quand quelqu'un était content, c'était plaisant de faire un truc et de voir sur son visage tiens, ça j'ai compris. Ou alors au contraire, vraiment les sourcils froncés, marmonnant en disant en macédonien. On disait mais voilà, là manifestement il y a un truc qui passe pas, ils comprennent pas très bien comment ça marche, etc. Donc c'était vraiment super utile. Et ça nous a fait refaire le tutoriel. Oui, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. beaucoup de fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire pour la first user experience parce que on avait quand même un jeu avec certaines mécaniques de biodiversité, d'équilibre entre les mares et les végétaux, etc., qui était assez difficile à appréhender. Donc ça nous a vraiment sauvé sur le début du jeu, quoi. Et les autres playtests qu'on a fait qui étaient vraiment intéressants, c'était les events. Donc en gros, les events pour le marketing, ça, on n'a pas. C'est difficile d'en tirer beaucoup de leçons, sauf quand il y a un event Steam en même temps, mais bon. Mais par contre, les events physiques pour voir des gens jouer, c'est vraiment un miracle. C'est fantastique. On peut leur poser des questions en live, etc. Ça, on a trouvé que c'était vraiment une bonne méthode. Donc on a fait Gamescom, Paris Games Week, on a fait pas mal. Et les gens qui sont là, ils sont pas payés pour tester. Donc si ça leur plaît pas, ils vont tester autre chose. Donc c'est un peu côté hardcore, quoi, du playtesting. C'est vraiment les retours bruts, quoi. Donc c'est bien de faire du playtesting professionnel avec eye tracker pour les débuts, pour se ménager un petit peu. Et puis après c'est le baptême du feu, les events. Mais c'est utile aussi. Même si je me rappelle d'une playtesteuse là qui avait quand même à un moment donné décroché, enlevé son casque, jeté son casque, à répondre à son téléphone en plein playtest. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu stratégie marketing autour du jeu. Donc on a vraiment commencé à développer dessus tout début 2022. Et assez vite, on a beaucoup posté sur les réseaux sociaux, surtout sur Screenshot Saturday. Et c'est à l'époque, là, on peut voir du coup en octobre 2022 où Wholesome Games nous a repérés et d'eux-mêmes, sans qu'on les sollicite, etc. Et qui nous ont relayés. Et du coup, ça nous a vraiment apporté énormément d'awareness, même si même en organique, en fait, on commençait à avoir pas mal d'intérêt organique. Donc on peut voir quoi les diverses réactions qu'on pouvait avoir. Voilà, c'est 21 octobre, ça, mais c'est en 2022. Donc voilà, c'est les réseaux. L'époque où Twitter était encore c'était encore bien. Ouais. Marketing, ouais. Donc on a eu une activité. Donc on a commencé assez tôt avant la sortie du jeu à marketer. On utilisait les réseaux sociaux, Twitter, Reddit, etc. Blablabla. Les events, comme dit, on allait à pas mal de trucs. Alors on a fait la Tokyo Game Show. C'était pas un grand succès parce que on y allait beaucoup trop tôt, je pense. Ouais. En plus, on n'était pas là. On n'était pas là. C'est notre éditeur qui est allé à notre place. Ouais. Et ça, je pense qu'un event où on n'est pas là, c'est pas fou. Et il y avait un bug bloquant avec une manette japonaise vraiment spécifique et notre éditeur a mis super longtemps à nous le dire, etc. Le décalage horaire. Le décalage horaire, etc. Bon, c'était pas un grand succès.
Ouais, la GDC, on était parti à la GDC grâce à Godot. Alors bon, c'est sûr que c'était surtout parce que c'était sympa d'aller à la GDC. Bah, c'était sympa aussi d'avoir un boost à la GDC en fait, surtout. Quoi. Et on a croisé notre futur publisher là-bas. C'était l'opportunité pour le voir et signer ensuite dans la foulée. C'était mars 2023. Du coup, on avait envoyé des demandes janvier 2023 à divers publishers. Et comme on savait qu'on allait à la GDC grâce à Godot avait payé un boost en fait qui était mutualisé entre différents devs Godot. Donc on disait aux publishers, voilà, si vous êtes à GDC, on y sera, quoi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à signer avec notre éditeur Armor Games, du coup, qui est l'éditeur du fameux site web de jeux Flash, qui a plus de 20 ans, et qui a aussi une branche édition PC classique, quoi. Et le graphique là-haut, là, qui est intéressant sur les wishlists, là, donc le fameux, alors il a rien de très surprenant, hein, c'est classique, les gros pics qui correspondent à des events Steam. Donc nous, on a annoncé la page Steam. Donc c'était quand ça, juin 2023. Juin 2023. Donc c'était un an avant la sortie du jeu. Et on a bénéficié d'un gros boost de Wholesome Direct qui nous a fait passer. Et pourtant, je crois que c'était seulement 10-15 secondes. On avait juste 15 secondes dans le montage à la fin du Wholesome Direct, mais ça nous avait quand même apporté énormément de Ça avait bien lancé le truc, ouais. Et pareil, Wholesome Celebration un peu plus tard. En août, ouais. Ensuite, on a fait des campagnes de pub payantes. On a fait des tests dans tous les sens, en payant par-ci, par-là, etc. Finalement on paye de la wishlist en fait assez clairement et on peut mettre un prix dessus et décider si c'est rentable ou pas en fonction de taux de conversion un peu hypothétique on va dire, mais au final on le voit sur les courbes quand on paye, ça monte, donc c'était pas inintéressant, même avec un budget qui n'était pas non plus énorme. Et puis après Steam Next Fest, donc évidemment on a fait les campagnes un peu avant Steam Next Fest justement pour accélérer, avoir un peu de boost, quoi. Pour avoir une bonne wishlist Velocity et que on soit pas noyé dans la masse pendant Next Fest, mais finalement en fait notre campagne a été plus efficace que Next Fest déjà à l'époque en 2023 pour générer de la wishlist pour le jeu, quoi. Donc c'est assez mystérieux, hein, Steam à ce niveau-là, quoi. Et gros pic au Game Launch, parce que là encore, on avait bénéficié de Wholesome Games qui nous a bien aidé. Parce qu'on a lancé pendant le Wholesome Direct 2024. C'est-à-dire qu'on avait dit à Wholesome Games, on vous donne l'exclusivité. On lance vraiment pendant votre event, quoi, pour que pendant le Wholesome Direct, il y a un gros machin out now. Voilà, c'est grâce à Wholesome Direct que le jeu sort, etc. Donc on a eu une minute du coup. Avec une grosse frayeur qui était que c'était un samedi. C'était un samedi. Et donc samedi, Steam nous avait dit nous le week-end on n'est pas là. Donc s'il y a un truc qui se passe mal, vous vous débrouillez. Et tout s'est bien passé. Le jeu est sorti quand il fallait. Les gens ont pu. Et pour la sortie Switch aussi, c'était un petit peu stressant, quoi, de sortir un samedi sur Switch. En général, les sorties Switch c'est le jeudi. Hein. Entre les deux, il se passe pas grand chose, quoi. Mais bon, tout s'est bien passé. Par contre, on nous avait demandé éventuellement de faire un shadow drop. Et alors ça, on s'est dit non, il faut pas. On a dit non. Il vaut mieux annoncer le jeu avant et la sortie du jeu. On va pas vraiment sortir comme ça. C'était pas non plus le jeu de l'année qui était attendu par toute la planète. Donc, on a dit on va pas prendre ce risque. Ouais, les plateformes. Alors sur le plan technique, donc on avait plusieurs choses. Donc, l'idée qu'on a toujours eue, c'était de se dire à partir du moment où c'est pas trop compliqué de porter un jeu pour une plateforme, autant le faire parce que ça fait des sous en plus. Hein. Tout bêtement. La Switch, c'était une évidence parce que pour un jeu cosy, c'est une plateforme vraiment essentielle. D'ailleurs, dans les chiffres derrière, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être autour de 35% de nos ventes. Donc c'était important. Xbox, ça allait pas forcément de soi au départ parce que c'est pas peut-être un truc de pas un truc de gros gamer, on va dire, les collections de grenouilles. Et on a eu la chance d'être aidé par Xbox et de faire partie de leur Acceleration Programme. Donc ils ont financé le portage, donc ça c'était très très sympa. Switch, on a fait nous-mêmes avec Godot. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Godot, c'est pas un problème pour porter sur console, il y a zéro sujet.
Donc Switch on l'a fait nous-mêmes et Xbox on a dû faire très très vite parce que là, la condition, c'était pas mal ça aussi, la condition pour avoir les sous d'Xbox c'était qu'il fallait sortir en simultané avec toutes les autres plateformes. Et ça, ils nous l'ont dit genre 1 mois et demi avant, quoi. 1 mois, ouais. 1 mois avant la sortie, Xbox, coucou, vous sortez en même temps ? Oui. Donc tout le monde nous a dit non, c'est pas possible. Et bon, en fait, si on l'a fait, ça a marché, quoi. Il est pas là ce soir, mais je remercie encore Edouard de Ludogramme de nous avoir prêté son dev kit et de m'avoir supporté dans son bureau pendant quelques jours pour qu'on puisse tester la build. Et également le mobile qui a été un choix, enfin ça allait un peu de soi comme je disais tout à l'heure, globalement le mobile c'était un jeu qui était quasiment fait pour faire du mobile au départ, donc ça avait du sens. Après on vend pas, c'est pas le même business model en mobile et c'est vrai que pour nous c'était plus compliqué et donc on a sorti un mobile avec un modèle différent qui est un try before you buy. Donc on teste, on peut jouer une bonne heure avant d'avoir un paywall pour payer. Voilà. Et donc on a sorti ça finalement sur mobile 1 an et demi après la sortie du jeu sur les autres plateformes. C'est ça. Et Epic, on en parlera peut-être. Oui, on peut en parler après, mais on a sorti aussi le jeu sur Epic 1 ou 2 mois en fait après le lancement du jeu sur Steam, Switch et Xbox, quoi. C'est pas la plateforme sur laquelle on fait le plus de ventes, mais on a eu un Epic Deal. Oui, tout à fait. Et si on n'est pas sur Epic, on peut pas avoir d'Epic Deal. Voilà. Donc il faut mettre son jeu sur Epic si on veut pouvoir espérer avoir un Epic Deal, quoi. Donc tout ce qui est financement du jeu, est-ce que tu veux... Oui, on a pris un publisher. Je me rappelle pas si on avait beaucoup glosé sur le sujet. Je pense pas en fait. On s'était dit on serait déjà content si quelqu'un nous voulait bien de nous. Était plus, ouais. Voilà, donc on avait envoyé notre fameux pitch à tout le monde, etc. Et puis on a rencontré Armor à San Francisco à la GDC et ça a bien fonctionné. Et on avait pareil finalement notre vision, je pense, c'était pas tant d'attendre d'eux quelque chose de particulier en termes de QA et de choses comme ça. C'était surtout parce qu'on est très sûr de nous, même si on s'appelle Humble Rings. Mais c'était de dérisquer. C'était vraiment de se dire, en fait, finalement, on partage le risque avec quelqu'un qui va avancer les fonds. Et c'était, je pense, l'essentiel de ce qu'on avait vraiment en tête. C'était de protéger la petite structure qu'on avait créée en ayant quelqu'un qui prend le risque finalement des invendus. Et on a un recoupe d'ailleurs globalement, donc ça c'est bien. Voilà, donc publisher est content et nous aussi. Et un petit fromage avec des pourcentages qui est plus complètement à jour, je pense, parce que comme les ventes continuent et finalement le fromage de ce que nous a donné le publisher et de ce qu'on a généré en vente est plus important. Les subventions représentaient 26%, mais je pense que maintenant c'est devenu beaucoup plus moins. Petit, ouais. Et puis la subvention de Xbox qui était quand même un bon morceau. Ça, c'est ce qui a permis de financer le jeu. Et puis ça c'est une des leçons. On en parlera un peu dans la conclusion de tout ça, mais c'est le jeu il continue à se vendre pas mal, donc ça continue. Le fromage il continue à bouger. Donc ça c'est quand même bien. On avait choisi, le publisher nous avait incité à choisir un price point qui était assez haut, de 19€. Mais c'est ce qui nous permet aussi de faire des soldes très agressives. Le publisher est un petit peu n'est pas très agressif sur ses soldes, mais comme les jeux aujourd'hui ne se vendent qu'en soldes, ça nous permet, là aujourd'hui on est à du moins 40% et on récupère quand même encore une somme assez substantielle en ayant choisi un price point qui est quand même assez haut, quoi. Donc c'est un équilibre très délicat entre le jeu est trop cher, mais du coup en solde à 40% il se vend et on arrive quand même à vivre là-dessus, en fait, quoi. Ouais, et que surtout après avoir recoupe en fait ce que nous avait donné le publisher. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est une leçon pour nous aussi. C'est vrai qu'au départ on s'était dit mais si c'était vendu moins cher, on aurait vendu beaucoup plus au départ, etc. Et sur le long terme, ça s'avère être une stratégie qui est pas si mauvaise. Donc voilà, depuis le launch, la réception critique a été plutôt bonne. On a fait des bonnes ventes. Comme on dit, on a fait aussi 35-40% sur Switch. Au launch, c'était quand même plus haut sur Switch. Après, au fur et à mesure de la vie du jeu, ça s'est plus vendu sur Steam. Steam a rattrapé beaucoup, quoi.
Donc globalement un succès critique, même si ça fait pas des millions de ventes. Hein. On voit sur le nombre de reviews, pas trop le droit de donner de chiffres, mais bon, on peut imaginer à peu près le chiffre d'affaires que ça peut faire, quoi, et le fait qu'on ait recoupé avec le publisher. Et enfin après, nous on calcule, on a à peu près 150 000 joueurs en tout sur toutes les plateformes. Avec des paiements divers et variés, avec des niveaux de rentabilité divers et variés, notamment grâce à l'Epic Deal qu'on a eu. Voilà, surtout grâce à ça. Ouais, pas que, en fait. Non, ça se répartit, disons que globalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est multiplier les plateformes, c'est intéressant, parce qu'on multiplie les sources de revenus, et le mobile maintenant, par exemple, qui a pris le relais, et qui marche bien, parce qu'on a aussi le soutien pas mal de Apple sur le Store, donc ça crée globalement un truc qui marche plutôt pas mal, ouais. Donc au moins 150 000 joueurs, et surtout on a fait à peu près deux fois notre mise. Donc en gros, on a le jeu on a produit en 2 ans, a payé 2 ans supplémentaires de développement. Donc ça, c'est quand même pour nous un vrai succès. Donc ça, c'était non. Ça, c'était en août du coup de l'année dernière, en août 2025. Notamment grâce au publisher qui nous a dégoté un Epic Deal. Donc pendant du 21 au 28 août, Kamehameru était gratuit sur l'Epic Store. Nous on était à Gamescom. C'était particulier. On a eu tout à coup un influx de joueurs sur notre Discord avec quelques bug reports, les gens qui venaient sur Steam pour se plaindre sur les forums de la version gratuite Epic. C'était assez particulier, mais ça a fait. Il y a plusieurs millions de gens qui ont pris le jeu. Il y en a plusieurs dizaines de milliers qui l'ont vraiment installé, et encore un peu moins qui ont joué, quoi. Mais ça a amené vraiment beaucoup de personnes aussi sur notre Discord. Et nous, on était clairement contents de ce deal-là, parce que ça nous permet aussi de répandre le message le plus possible sur la restauration des zones humides. Donc ça fait partie un peu du but premier du jeu, qui est de faire passer un message de manière ludique, en fait, quoi. Ouais, le mobile, c'est exactement le même combat, en fait. C'est de la masse, et donc ça atteint en installation maintenant autant que la Switch, je crois, en à peine 3 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, parce que c'est assez stable finalement comme revenu pour l'instant, en tout cas. Mais encore une fois, on a choisi un modèle particulier qui est pas du premium, mais qui est du quasi premium, puisqu'il faut payer un paywall, ce qui est pas forcément toujours apprécié de tous les joueurs. Donc nous, on n'avait pas envie de s'embarquer dans faire du service, faire des chapeaux aux grenouilles pendant 10 ans, c'était pas notre truc. Donc je connais. Ça t'a dit quelque chose. Et donc voilà. Donc du coup, on est parti là-dessus, ce qui est probablement moins rentable que si on était parti sur un vrai système, mais qui nous aurait embarqué dans un truc pas possible. Donc c'était pas notre idée. Et puis nous, on est sur un autre jeu, donc maintenant. Et puis on a quand même vraiment un bon soutien de la part d'Apple sur le mobile, qui nous met régulièrement dans des catégories Indie Games We Love, etc. On a eu cette grande bannière là à l'accueil de l'App Store, donc ça génère pas mal de trafic. Parce qu'ils aiment les grenouilles chez Apple. Ils aiment les grenouilles, ils aiment le message écologique aussi. Du coup, les trucs qu'on a appris, bon, c'est un peu des banalités, mais c'est vrai que le tuto, nous, c'était une galère pas possible. Et donc, on a vraiment là maintenant, c'est à refaire. C'est à refaire d'ailleurs. C'est à refaire. Dans le jeu sur lequel on travaille en ce moment, on a tout fait pour faire en sorte que le tuto, ça soit un truc le moins chiant possible. Et que ça soit ça soit pas disruptif de notre pipeline de production de façon trop importante. De même que ça, pour le coup, c'est un truc qu'on avait fait beaucoup avec Kamehameru. Dès le départ, tout a été pensé pour être à la fois souris, clavier et gamepad, mais tout le temps. Donc jamais on ne fait un truc qui sert que à un modèle. Tout doit fonctionner sur les deux. Ce qui nous a facilité, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à porter sur les consoles de façon relativement facile, et notamment sur la Switch, parce que tout fonctionnait déjà avec les deux. Ça, c'était vraiment un truc qui nous a aidé. On a pas mal playtesté, ça on en a parlé. Il y avait un aspect un peu particulier qui est qu'on avait choisi finalement un jeu qui mélangeait des genres.
il y avait ce côté farming là où on cultive les wetlands, là les zones humides, et le côté collection qui parlent pas forcément au même public. Et ça c'est pas toujours facile parce que le risque qu'on a c'est de déplaire aux deux publics en fait. Les farmers qui disent que ça va pas assez loin dans le farming, les collectionneurs qui disent qu'est-ce qu'on m'emmerde avec du farming, etc. Et ça c'était finalement complexe de trouver un équilibre entre les deux. Mais quand ça marche, ça donne une game loop vraiment intéressante. Donc c'est challenging, mais ça a quand même du mérite, c'est quand même intéressant, je pense. Une autre remarque aussi qui était que de vraiment à chaque fois qu'on prenait des décisions stratégiques, c'est vraiment de se demander pourquoi on le faisait, et notamment pas parce qu'on a lu quelque part que c'est ça qu'il fallait faire. De vraiment se dire pourquoi est-ce qu'on va à un event, franchement, est-ce que c'est juste pour se la péter, San Francisco c'était bien, mais est-ce que pourquoi on va à la Paris Games Week, pourquoi on va ici, et vraiment de se dire ok, on y va parce qu'il y a tel et tel objectif, et ensuite on mesure si ça fonctionne ou pas. Vraiment on a vu aussi que on s'est démené, il fallait secouer beaucoup de cocotiers pour qu'il y ait une noix de coco qui tombe, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si on secoue rien, il se passe pas grand chose. Donc il fallait qu'on aille partout. Et c'est ça qui nous a, Epic, c'était typique parce que Epic, c'était assez chiant de mettre en place le SDK de Epic, oui, de faire fonctionner ce truc, et de mettre des achievements dans tous les sens pour faire des ventes finalement assez minimes. Et quand on a intégré le SDK, on n'y croyait pas du tout, même un Epic Deal. On se dit, mais les publishers n'y croyaient pas non plus. Les publishers n'y croyaient pas non plus. On se dit, mais c'est pas le public d'Epic. Epic, ils vont voir qu'on a fait une vente sur Epic. Ils vont jamais nous mettre ça en Epic Deal, etc. Et en fait, si. Et pareil, Apple, c'est vraiment par pur hasard d'aller secouer toute la exhibitor list de Gamescom. On a vu quelqu'un de Apple, on a fait tiens, toi, tu viens, on se voit. Il a fait ouais, d'accord. Et ça fait que du coup, il nous a mis en avant sur la page éditoriale, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il faut tenter sa chance partout, tout le temps, toujours se démener. Et ça porte pas toujours ses fruits, mais le tout, c'est il faut jouer. Hein. Pour gagner, il faut jouer, quoi. Donc, exactement. Et penser long terme, au sens où vraiment nous l'objectif c'est de pouvoir continuer à faire des jeux. Donc c'était de voir comment on peut tirer aussi en longueur un maximum. Je pense que la Camérou, on a vraiment tiré tout ce qu'on pouvait en tirer, je pense. Et c'est bien parce que c'est ce qui permet aussi de continuer à faire d'autres jeux dans la suite. On n'a pas dit qu'on avait été nominé au Pégase, pour la catégorie, je sais plus quoi. Voilà, Beyond Video Games. Voilà, ce qui était sympa. Voilà. Et avant qu'on passe aux questions, peut-être juste dire que maintenant on fait un jeu sur des chèvres. Voilà. Voilà. Je sais pas s'il y a GoatCon, ça existe à GoatCon. Non, je crois pas, mais il y a FrogCon, mais il n'y a pas GoatCon. Donc Hades Legacy, c'est un jeu qui s'inspire des romans de Johanna Spyri sur Heidi. Heidi est maintenant une jeune adulte et elle retourne à la montagne pour aider grand-père et Peter et aider à revitaliser le village de montagne et s'occuper des chèvres. Et donc c'est une petite aventure narrative et qui va parler de challenge, de société, d'écologie, de génération et tout ça. Voilà. Et c'est wishlistable sur Steam. Et c'est wishlistable sur Steam, s'il vous plaît. Wishlistable le jeu sur Steam. On avait acheté frog.game pour Camérou et on a id.game. On a id.game comme très fier. Voilà, comme domaine, on en est très fiers. Voilà. Tout. Et bravo, merci beaucoup. Qui a des questions pour Aurélien et Mélanie? Allez, on commence par là. Salut, merci beaucoup pour la conférence et joyeux anniversaire pour les 10 ans aussi à Gaming. J'avais une question parce que ça a été évoqué tout à l'heure, la question du portage sur Switch avec Godot. Ça a été quoi ça a donné quoi côté mobile? Est-ce que ça a aussi été facile? Est-ce que vous avez eu d'autres expériences avec d'autres moteurs de jeu où c'était beaucoup plus facile? Finalement, est-ce que c'est Godot qui vous a dit let's go, on va pouvoir faire sur 6 plateformes différentes, ou est-ce que ça a plus été merde, fait chier qu'on ait pris Godot alors qu'on va devoir le faire sur 6 différents? Non, alors Godot déjà, il y a pas vraiment de Monsieur Godot finalement, parce qu'il y a une fondation qui fait la maintenance, mais il y a des milliers de contributeurs, donc
dans le monde entier qui travaillent sur Godot, donc il n'y a pas vraiment tant que ça d'interlocuteurs. Par contre, il y a une grosse communauté, donc pour avoir de l'info, c'est pas mal. Et à l'époque, pour la Switch, il y avait une solution qui était faite par un des fondateurs de Godot, qui vendait en fait un template pour exporter le jeu sur Switch. Donc on a utilisé ça. Et aujourd'hui, avec la nouvelle version de Godot, il y a une solution plus costaud, on va dire, plus robuste, qui touche aussi Xbox et PlayStation. Et sinon, il y a tout un tas de gens qui font du portage d'entreprises. Et sur le mobile, ça tombe bien qu'on en parle parce que il y a un gros effort qui est fait cette fois-ci par la Fondation Godot pour essayer de promouvoir l'export mobile. Et donc pareil, il y a là tout un tas de solutions qui existent, qui sont là aussi open source et qui sont intéressantes parce que du coup on peut mettre ses doigts dedans et on peut changer les choses et puis on peut les customiser pour les besoins qu'on a très exactement. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas eu de problème majeur. Ce qui s'est aussi fait, c'est que nous, on est sorti sur mobile en même temps qu'un autre jeu Godot qui s'appelle Rift Riff. Et les deux jeux ont un peu servi de cobaye pour débugger pas mal de trucs et améliorer pas mal de trucs sur la toute dernière version de Godot. Et bientôt, Godot va annoncer, enfin la fondation va annoncer l'effort qui a été fait pour faire ça, pour essayer de promouvoir un peu tout ce qui est modalité d'export avec Godot sur mobile. Bon, voilà, donc vraiment, il n'y a pas de problème de plateforme. Je pense que tous les moteurs ont leurs défauts, leurs qualités sur pas mal de choses. Les exports sur Godot, c'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, il y a de plus en plus de jeux assez costauds qui sortent avec Godot. Merci. Alors, je précise que je fais partie de la Fondation Godot. J'ai pas osé le dire, donc Aurélien est board member de la Fondation Godot je prêche pas du tout pour ma paroisse. Non, mais tu as un peu l'oreille des fondateurs, quoi. Non, mais surtout, ouais, parce que c'est vrai que l'export, ça a été quelque chose, un point de discussion souvent sur Godot et voilà, pas de sujet. Moi, c'est marrant, depuis que j'ai vu que PVKK était développé sur Godot, je me dis non, mais en fait, on peut tout faire avec Godot au final. Bon, faut être allemand aussi, dans le cas de René qui fait PVKK. Mais... Ça aide, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question, s'il vous plaît, là-bas? Merci pour la présentation. Je voulais vous demander par rapport à la sortie Switch, combien de temps avant la sortie du jeu vous avez commencé à porter le jeu sur Switch? Et à la louche, combien de temps ça vous a pris de faire le portage en journée de travail? On l'a fait très tôt parce qu'on adorait avoir le jeu sur une Switch. C'était trop bien. Genre vraiment, mais peut-être plus d'un an avant la sortie, en fait, Aurélien avait réussi à mettre le jeu sur le dev kit Switch. Et genre, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, quoi. C'était la première fois que j'avais un jeu sur Switch. Et genre, c'était trop bien. Donc, non, ça fonctionnait sur Switch assez tôt. Comme a dit Aurélien, on a vraiment pensé le support manette Day One. Donc non, on n'a pas passé énormément de temps à faire quoi que ce soit de vraiment spécifique pour la Switch en fait, quoi. C'était vraiment au fur et à mesure de la production comme on supportait la manette, on supportait la Switch. On testait de temps en temps sur le dev kit que ça marchait et après notre publisher a quand même mis avant la sortie, plusieurs mois avant la sortie, un round de console QA. Donc c'est une entreprise qui vraiment teste le jeu sur la console spécifiquement pour être sûr que tout fonctionne bien. Et il y a des choses avec la save, etc., qui ont été un petit peu tricky, je crois, à gérer, quoi. Mais non, mais la save aussi sur Switch pour les photos. En fait, le volet technique est pas très complexe. Ce qui est complexe, c'est d'adapter le jeu. C'est les tailles des UI, c'est la manette, comme tu disais, c'est des trucs comme ça en fait. Et à partir du moment où, dès le départ, on a programmé tout pour que ça colle sur un écran en 720p avec des manettes et des UI suffisamment lisibles, en fait, c'est ça l'essentiel du travail. Et quand c'est intégré dans le pipeline de production, c'est moins problématique en fait. Donc je pense qu'en développement spécifique Switch, je pense pas qu'on ait passé plus d'un mois. Ok, ça marche. Merci. Et une autre question, c'est par rapport au marketing et com. Comment les responsabilités étaient partagées avec l'éditeur?
parce que vous disiez on a fait des campagnes, etc. Mais du coup, j'avais un petit peu du mal à situer voilà, concrètement ce que faisait l'éditeur et vous en tant que développeur pour le jeu, et si vous avez des conseils aussi à donner sur tout ce qui est com, ça serait top. Alors, on avait une relation très cool en fait avec notre éditeur, parce que donc notre éditeur nous fournissait entre guillemets une marketing manager et une social media manager quoi, qui postait sur les réseaux sociaux aussi. Mais on a gardé tous nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est nous qui les avions faits à la base, c'est nous qui les alimentions à la base avant que l'éditeur n'arrive. Et quand l'éditeur est arrivé, il nous a prêté sa force de frappe pour faire des posts social media de manière régulière sans que nous on ait forcément à s'en occuper, etc. Mais on a quand même pas mal gardé la main sur ces choses-là. Et tout ce qui est paid ads, en fait, c'est quelque chose où on a poussé l'éditeur à faire des tests à ce niveau-là, et on lui a prouvé par A plus B avec les UTM qu'on arrivait à mettre. Quand on fait une campagne de pub, on peut mettre un lien qui est traqué par Steam, donc on peut voir à peu près le nombre de wishlists qu'on génère à partir d'un lien qui est dans une pub. Et donc on lui a prouvé par A plus B que c'était quelque chose d'intéressant et que c'était quelque chose qu'il fallait faire, quoi. Donc et il nous a écouté là-dessus, il nous a suivis voilà, c'est pas des montants mirobolants, mais c'est quelque chose où on a participé activement. Et aussi sur tout ce qui est festival, on a été très force de proposition pour dire on est dans ce festival-là, on est dans ce festival-là, etc. Donc c'était conjoint, mais ça s'est passé de manière assez smooth en fait, quoi. Il n'y a pas eu trop de friction à ce niveau-là, quoi. Et normalement, si tu as bien tenu compte de ton audience pour faire ton jeu, tu connais bien ton audience, tu es le mieux placé pour vendre ton jeu en fait. Donc même de ce point de vue-là, c'était nécessaire, indispensable qu'on soit derrière et qu'on pousse pour tout ce qui était marketing. Par contre, un truc que le publisher a fait qui nous a surpris, on savait pas, c'était pas à la base, c'était pas le marketing, c'était le QA, qui s'est avéré extrêmement utile. C'était que le publisher avait des départements en QA internes. Et ça, pour un studio qui n'a pas ça parce qu'il est tout petit, c'est vraiment très très précieux. Déjà, ça rentre pas dans le recoupe du publisher si c'est en interne, si le contrat est bien négocié. Et puis c'est super utile pour avoir des retours permanents sur les problèmes, le debugging du jeu. Ça vraiment, ça nous a aidé. Je dirais plus que son soutien en marketing. Ouais. C'est clair. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce que je trouve la prochaine question? Ici. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la pipeline pour les assets. Parce que vous avez parlé que vous faisiez d'abord les assets en 3D, j'assume sur Blender, au vu des screenshots. Et du coup, je me posais la question de est-ce que vous aviez une pipeline spécifique, une façon d'améliorer la pipeline, parce que ça avait l'air d'être déjà des modèles 3D très très détaillés. Et ensuite, vous avez sûrement redessiné par-dessus, mais voilà. Comment ça fonctionnait? Est-ce que vous avez des conseils pour améliorer la pipeline entre la 3D et la 2D? Non, c'était clairement ça. C'était modèle en 3D, alors avec certains assets aussi récupérés en ligne, quoi. Genre le fauteuil, j'allais pas m'embêter à modeler un fauteuil. En fait, j'ai pris un fauteuil qui existait en ligne, quoi. Et c'est plus placer les éléments. Et puis il y a certains éléments que j'avais pas besoin de détailler, en fait, où j'ai fait des cubes. Et c'est quand j'ai redessiné par-dessus que j'ai fait tous les détails dedans, en fait, quoi. Mais ce pipeline de 3D tout 2D, c'était vraiment utilisé que pour les gros bâtiments, parce que c'est vraiment là où la perspective est la plus visible, la plus prégnante. Et on n'a pas du tout utilisé ça sur tous les meubles. Il y a, je sais plus, 120 meubles différents dans Camaïrou, donc des chaises, des tables, des canapés, des choses comme ça. Et ça, c'est pas du tout un pipeline 3D 2D, c'est de la 2D direct. Donc non, c'était vraiment que sur les gros bâtiments et pas forcément avec une précision énorme, parce que de toute façon, je prenais un screenshot et je redessinais par-dessus, en fait. Donc voilà. Ok. Et est-ce que à un moment donné, vous n'avez pas considéré, je sais que par exemple, c'était pas forcément artiste 3D à la base, mais du coup, quand vous avez commencé à faire ça, est-ce que vous n'êtes pas dit,
est-ce qu'on pourrait pas faire un shader qui transmet la DA 2D pour essayer de réduire les étapes de production, on va dire? Non. non, clairement, en fait, ouais, moi, historiquement, je suis artiste 2D. Avant ID, du coup, qu'on a commencé à la sortie de Camera, je n'avais jamais touché à un logiciel 3D. Et puis, c'était un peu une hantise aussi de ma part. Je voulais pas y toucher. Voilà, je voulais en fait ce rendu aquarelle qui soit très spécifique, avec du line art, avec un espèce de contour blanc, avec une texture qui soit très 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 prégnante. Donc, enfin, ça nous aurait pris des semaines, des mois pour avoir quelque chose qui soit proche du résultat qui était attendu en fait, qui était la cible en fait. Donc ça allait clairement beaucoup plus vite de juste dessiner en 2D, de plaquer ça et hop, call it a day, quoi. Et du coup, à l'inverse, vous n'avez pas pensé non plus à faire un peu comme Dordogne et utiliser de la vraie, entre guillemets, aquarelle pour faire ça? C'est complètement digital? C'est complètement digital parce que ça va plus vite. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'Assemblée? Ouais. Bonsoir, merci pour cette présentation. Moi, c'est une question juste au niveau du langage de programmation. Donc, vous utilisez Godot. Donc, la question, c'est est-ce que vous utilisez GDScript. Ok, voilà. Et si ça a été un questionnement, non. Non, et d'ailleurs, je crois que la statistique, c'est plus ou moins, je crois que c'est 20% C#, 80% GDScript. Et sur tous les utilisateurs de Godot, ouais, c'est ça? Ouais, et quasiment tous les gros utilisateurs que je connais, en tout cas, donc on parlait de PVKK par exemple, tout ça c'est du GDScript. Donc GDScript ça marche très bien, il n'y a aucun besoin particulier de faire du C#, et en plus, pour les problèmes de performance, des choses comme ça, avec Godot, on peut aussi faire du C++ directement pour régler les problèmes qui ont besoin de l'être. Donc GDScript ça marche très bien. Merci beaucoup. J'avais une main qui s'était levée ici. Ouais, j'arrive. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était moi aussi une question concernant le portage Switch. Est-ce que vous avez utilisé des fonctions de la Switch comme le tactile ou les mouvements, etc.? Non, pareil, en fait, on a toujours eu cette approche un peu pragmatique de s'éviter tous les ennuis possibles, imaginables. Et donc, dès que c'était un peu complexe, on est parti en courant. Je dirais que le seul problème qu'on a eu globalement de ce point de vue-là, finalement, quand j'y repense, c'est les histoires d'images. En fait, on peut faire 2000 photos à peu près dans le jeu, et ça, selon les plateformes, ça peut poser un tas de problèmes, quoi. Notamment la Switch, par exemple, il y avait je crois que ça a bougé un peu, mais il y a des limites maximales de ce qu'on peut, de volume de save, par exemple, ou de fréquence aussi. Et donc, ça, par exemple, c'est un truc qu'on a un peu découvert sur le tard. Mais on a évité tous les trucs, tout ce qui pouvait poser problème, on a évité. Donc c'était vraiment le côté, est-ce que c'est vraiment utile pour le jeu de le faire? Et si c'est pas utile, on le fait pas, quoi. En fait, c'est bien que ça, techniquement, le tactile fonctionnait sur la Switch. Et comme on devait pouvoir passer du tactile à la manette, de la manette au tactile sans aucun bug, etc., c'était le Nintendo qui demandait ça. Ça aurait demandé trop de travail, et du coup on a supprimé le tactile en fait de la version pour être sûr de pas avoir de problème à ce niveau-là. Ce qui est dommage, parce que sur Steam Deck par exemple, elle marche au tactile et c'est super, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Mais donc c'était vraiment juste pour pas s'emmerder, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ouais, je viens. Merci beaucoup pour la présentation. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie d'avoir un personnage humanoïde qui s'occupe de la nature dans un jeu qui parle de la nature et du fait de restaurer un environnement. Parce qu'on est humain et que c'est les humains qui sont le plus responsables du problème et qui sont plus en charge de le régler. On voulait vraiment des solutions pragmatiques en fait. Beaucoup de jeux font de l'awareness sur un problème sans donner de solution. Ce qu'on voulait, c'était vraiment porter un message d'espoir, montrer qu'il
il y a des solutions, elles existent si on se met ensemble, parce que toute l'histoire de Kamehameru, c'est les personnages qui se mettent ensemble et qui restaurent un marais, puis un autre en Australie, puis un autre, une mangrove ensuite en Indonésie. Et c'est quelque chose qu'on voulait d'actionnable en fait dans la vie réelle pour les gens qui jouaient en fait. Ok, merci. Merci. Il va falloir passer le micro là. Du coup, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation déjà. J'avais juste une question du coup par rapport aux subventions. Du coup, comme il y a tout un message écologique, je me demandais si vous avez pu toucher des subventions de l'État par rapport à ça justement, au fait de résoudre un problème entre guillemets. Pas par rapport à ça spécifiquement, mais on a bénéficié du FAJV, donc du Fonds d'aide aux jeux vidéo, du CNC. On a eu à la fois l'aide à la pré-prod et l'aide à la prod, très classiquement. Ok, c'est quelque chose que vous avez cherché à voir ou juste vous n'avez pas trouvé, ou on vous a pas proposé, ou c'était pas recevable? Alors, il y a un moment où on avait creusé du côté de Ramsar, qui est l'organisation qui labellise les zones humides. Donc Ramsar, c'est un traité de 1911 qui a été signé dans la ville de Ramsar, je sais plus où c'est, et qui classe certains sites en disant ça c'est un site labellisé Ramsar, plus rien ne pourra jamais être construit dessus, c'est une zone humide, on la protège, etc. Et on voulait faire des partenariats en fait avec ce genre d'organisation là, etc. On avait participé à il y avait des grants en fait, mais qui étaient finalement plus des grants des subventions qui étaient à destination de la vraie restauration de vraies zones humides. Donc on pouvait candidater, on pouvait envoyer un dossier de candidature sur voilà, moi j'ai un projet qui concerne les zones humides, je pourrais avoir cette subvention là, mais ça allait plutôt à des projets dans la vie réelle quoi, ce qui est ok hein, mais donc non, au niveau subvention on a bénéficié que du FAJV proto et prod, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà super hein, mais on n'a pas fait de CIGV sur celui-là. Après, on ne sait pas, peut-être que le jury avait été sensible au message environnemental et que ça nous a aidé à avoir le FAJV. Possible. Sans doute. Ça marche, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je me demandais un petit peu quel rapport d'équilibre et de temps vous aviez eu entre la production du jeu et tous les à côté, recherche de financement, d'éditeurs et toute la communication. Il me semble que vous êtes principalement deux sur le projet. Faire un jeu vidéo, c'est presque un temps plein. Et donc, comment vous avez fait pour répartir votre temps entre des fois faire le jeu et qu'il soit de qualité, puis de temps en temps devoir jongler entre tous les autres aspects Pourcentage, c'est très compliqué, mais il y a peut-être 70 de prod et 30 de blabla autour, quoi, de bazar autour, je dirais. Avec des pics en fonction des périodes. Hein. Ouais, parce qu'il y a des périodes où il faut qu'on apply à plein de festivals, qu'on fasse des trailers, genre en pré-launch ou pré-launch de démo ou à la release de la page. Bah ouais, on va passer beaucoup de temps sur des assets marketing, sur préparer des campagnes, sur machin, et puis il y a des moments où on est plus concentré sur la prod et on fait moins d'à côté, quoi. Donc, 70-30, ouais. Ouais, okay, des trucs qui nuisent à d'autres. Là, on vient de passer pas mal de temps sur la version mobile de Kamehameru. Forcément, ça nuit au projet actuel, entre guillemets, nuit en termes de temps. Après, ça va aider à le financer aussi. Donc, on passe son temps à arbitrer, on va dire, entre la bonne gestion de son temps sur telle et telle tâche. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, c'était super. C'est super d'avoir des retours comme ça sur des jeux. Enfin voilà, merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ID, parce que du coup c'était sur le message écologique. Je me posais la question de est-ce qu'il y a aussi un message écologique? J'imagine que oui. Et est-ce que du coup ça devient aussi une signature du studio d'avoir ce sous-texte écologique sur vos projets? En fait, nous, déjà le principe pour notre studio, c'est de faire des jeux qui ont un sens, qui ont un message sociétal au sens large. Donc c'est vrai que du coup après avec un fort biais écologique, on va dire. Donc oui, il y aura un message écologique lié à la montagne, lié à l'agroforesterie. L'agroforesterie, qui est le management en fait des forêts grâce notamment aux chèvres,
qui vont, on peut les faire paître en fait dans des forêts. Elles vont manger tout ce qui est la broussaille qui est au pied des forêts et du coup limiter les risques d'incendie. Et du coup, encore une fois, le projet Drawdown estime en fait que l'agroforesterie pourrait capturer quelque chose comme 30 gigatonnes de carbone dans les 10 prochaines années, en évitant des incendies, en faisant paître ces animaux-là dans des zones où c'est... Parce que les chèvres, ça mange tout. Ça mange les ronces, ça mange les trucs morts, ça mange absolument tout ce qui sert de carburant à des feux de forêt potentiellement. Et donc à la fois on a une production raisonnée de lait, etc. Dans le jeu on pourra faire du lait et des produits aussi basés sur la laine. Il y a des chèvres angora, ça existe. Donc voilà, l'agroforesterie, mais c'est aussi sur un message sociétal, générationnel, le lien que Heidi peut avoir avec le grand-père, le lien que les habitants du petit village de montagne peuvent avoir avec le monde extérieur, et le monde extérieur qui fait peur, qui est stressant, etc. Et le retour à la nature, etc. Donc c'est pas que écologique, c'est des messages sociétaux au sens large. J'arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si vous aviez un pipeline ou une espèce de rituel pour ce qui est de la partie créative lorsque vous abordez un nouveau projet et savoir un peu comment ça se déroule. C'est quoi ton pipeline ? On s'appelle tous les matins pendant 1 heure. C'est à peu près ça le pipeline. Sur vraiment spécifiquement la création d'un nouveau jeu ou au jour le jour sur la prod ? Spécifiquement sur le fait de quand on se rend compte qu'on a l'accord loop qui fonctionne, quelque chose qui est déjà fonctionnel et que on part là-dessus pendant parfois du coup 2 ans ou plus. Ouais, il y a un truc à dire qu'on fait quelque chose qui est très très mal, c'est que on sait pas du tout greyboxer, nous, on sait pas faire ça. Nous, si c'est des boîtes grises qui se baladent, ça nous motive pas du tout. Donc on fait ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'on va assez loin, on pousse assez loin le dessin en même temps que le design du jeu et tout ça se nourrit un peu. Voilà, bon, nous c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est vrai je pense qu'on saurait pas faire autrement parce que ça ne motiverait pas en fait. C'est aussi une méthode pour produire une vertical slice très très tôt. Et en fait, personne ne nous parle si on n'a pas cette vertical slice en fait. Donc que ce soit des publishers ou des partenaires ou même pour aller dans des salons très très vite. Là, on est allé à Gamescom en août avec un prototype de moins d'1 an en fait quoi, qui était encore un petit peu rough. On a fait PIX en avril aussi. C'était la première fois qu'on montrait le prototype. Donc là, il y avait 6 mois de prototypage dessus, quoi. C'était pas grand chose. Mais bon, on préfère itérer en fait avec un produit qui est semi-fini. Parce qu'on fait des jeux cosy qui sont un peu contemplatifs où l'image compte beaucoup, l'ambiance compte beaucoup et c'est pas des jeux avec un game feel qui est très très punchy, très arcade en fait quoi. Donc comme on est dans un semi-film en fait, c'est quelque chose qui doit générer des émotions, des sensations apaisantes. C'est un mot qui est revenu souvent à Gamescom, le mot relaxing. Nous on fait des jeux relaxing, des jeux qui sont faits pour après une grosse journée de boulot, on se pose, on écoute les oiseaux, les grenouilles et on s'occupe des chèvres en fait. Et si on n'a pas tout ça, si on n'a pas des jolies chèvres, des jolies montagnes à regarder, des sons de grenouilles, etc. La mayonnaise prend pas. C'est pour ce genre de jeu-là, on a besoin quand même d'avoir quelque chose le plus fini possible en fait quoi. C'est tout quoi. Merci beaucoup. J'arrive. C'est bien, je fais tous mes pas. Pratique. C'est con, j'ai rien pour les compter. Bonsoir, merci pour la présentation encore une fois. Du coup, j'ai une question un petit peu plus directe, on va dire. Tout à l'heure, du coup, on a mentionné la création des assets en 2D digital.
Et encore avant, du coup, pendant la présentation, Procreate a été mentionné. C'est pour savoir, du coup, si vous aviez utilisé Procreate ou un autre logiciel. Non, tout est fait sur Photoshop. Okay, en fait, vraiment Procreate, c'était les tout premiers sketchs, mais j'ai jamais réussi à m'y faire vraiment en production. Je suis un peu une vieille conne. Hein. J'utilise encore une tablette Intuos, j'utilise encore Photoshop S5. Voilà, c'est mon pipeline de travail. C'est comme ça que je suis la plus efficace. Et voilà, non, j'ai jamais réussi à me mettre à Procreate, mais enfin les possibilités qui sont dans ce logiciel sont géniales. Et puis ça lit des PSD, donc enfin c'est quelque chose. J'ai absolument rien contre Procreate. Et si demain il y a des assets qui sont créés avec Procreate, moi je m'en fiche. Ça fait des PSD à la fin. On peut les mettre dans le jeu en PNG. Très bien. Ok, merci. C'était juste pour savoir. Merci beaucoup. Bon, je me permets juste une petite question. C'est comme vous avez parlé de l'ambiance, je me demandais comment vous aviez géré l'aspect musical et le sound design en fait. Sur Camera Hero, donc on a toujours le même musicien qui travaille avec nous sur ID et qui a travaillé avec nous sur Camera Hero, et il faisait, lui aussi, a fait tout ce qui est sound design, sachant qu'en fait il utilisait les mêmes instruments que ceux qui étaient utilisés dans la musique pour faire tout ce qui est un peu bruit. Et là, on a changé un peu notre fusil d'épaule sur ID, puisqu'on a pris en plus aussi un sound designer pour tout ce qui est les bruits de la nature, etc. Et c'est vrai qu'on voit quand même grosse différence. la plus-value est vraiment intéressante, quoi. C'est qu'un bon sound designer qui est capable de créer cette espèce d'ambiance, surtout nature, ça change vraiment l'immersion, donc c'est vraiment bien. Ok, je vois, merci beaucoup. Bonsoir et merci pour la présentation. Je voulais savoir, vu que vous êtes principalement deux à vous occuper du nouveau projet, est-ce que quelqu'un s'occupe des potentiellement bugs qu'il y aurait sur l'ancien jeu ? Ouais, ça fait partie des 30% dont on parlait tout à l'heure, des trucs d'à côté. Ouais. Après, nous on a eu, quand on sort le jeu, on a une phase de quoi, de 3 semaines, 1 mois peut-être, un peu intense, où là il y avait beaucoup de bug reporting, etc. C'était un peu rude. Mais au final, les bugs sont tombés très vite, quoi. Une fois que ça s'était fait, à partir où le QA pendant toute la durée de production et les 6 mois qui ont précédé la sortie étaient assez costauds. Parce que nous on faisait du QA, il y avait le QA interne du publisher et du QA externe qui avait été payé. Franchement, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et là récemment, on a découvert un autre truc qui est d'installer Sentry sur nos builds, et Sentry va chercher un détail de log, de problèmes, de crash, de machin qui est absolument hallucinant et qui permet finalement de pas mal débugger au stade des playtests. Et donc là, on va lancer bientôt un playtest d'ailleurs pour Hades Legacy. Inscrivez-vous, venez sur le Discord. Avec Sentry dessus, et aussi pour remonter pas mal de bugs, etc. Donc c'est très très utile. Mais du coup, ouais, en fait, c'est nous. C'est nous qui sommes obligés d'être au four et au moulin, ouais. Et peut-être pour qu'on sorte pas trop de jeux non plus, sinon on va se retrouver, ça va être compliqué. Avec une dette technique, ouais. Et pour les Discord, c'est sur vos sites, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur id.game et frog.game, il y a le lien vers tous nos réseaux sociaux, il y a Discord tout en bas. Merci. Oh, bon, ça va, c'est pas loin. Beaucoup de questions, d'ailleurs. C'était juste par rapport à ce que vous veniez de dire, justement, les audiences entre les deux jeux sont très similaires, et de ce que je voyais, c'est que sur les réseaux, ils sont thématisés en fonction du jeu et pas en fonction du studio. Pareil pour le Discord. Comment vous avez fait pour essayer de rediriger les joueurs que vous avez durement acquis dans le premier jeu vers le deuxième ? C'est vrai, on se posait justement la question, il faut absolument qu'on trouve un moyen de fusionner. On se pose tout la ça. question aussi, alors, c'est-à-dire que les algorithmes changent très rapidement. On pourrait croire que, par exemple, sur Twitter, on aurait intérêt en fait à récupérer notre audience d'un jeu à l'autre. Et là, récemment, il y a juste 3 semaines, l'algo a complètement changé. Il est un peu plus comme celui de TikTok. Et du coup, c'est vraiment le contenu qui compte. Et si le contenu, dans les 10 premières minutes, a généré de l'interaction, il va être montré à d'autres gens encore. Et clairement, par exemple, sur TikTok, c'est quelque chose... on n'a pas du tout intérêt à transformer le compte TikTok Camero en compte TikTok Humblereads. Parce que TikTok donne un espèce de boost de visibilité au nouveau compte. Et donc si on fait un nouveau compte demain à ID, on a l'intention de le faire, mais on le fait pas tout de suite parce qu'on garde ce boost pour un petit peu plus tard.
Demain, on fait un compte TikTok ID, on a des vidéos qui sont prêtes, on les poste régulièrement. Si on a, l'algorithme va le montrer à un certain nombre de gens. Si ça plaît, il va le montrer à plus de gens. Donc on commence à shifter d'un point de vue algorithmique sur plein de réseaux. Instagram commence à être comme ça aussi. On commence à shifter sur vraiment le contenu et plus les follow-ships. Tout ce qui est follower maintenant a de moins en moins de poids sur comment les gens découvrent du contenu. En revanche, on a un Discord commun. Ouais. Le Discord, il est commun à nos deux jeux et c'est vraiment là qu'on rassemble en fait la communauté, qu'on les active. Ils sont pas très actifs sur le Discord, mais ils utilisent le Discord un peu comme rappel qu'on existe, et quand on les ping pour faire une action, pour s'inscrire à une newsletter, pour renforcer un truc, etc. Ils sont contents, ils sont présents. Donc on a un peu plus de 1000 membres sur le Discord maintenant. Donc c'est devenu notre hub principal, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas transformer les comptes Kamehru en comptes studio avec le souci aussi qu'on a signé Kamehru avec un publisher, mais les comptes sont à nous, donc on en fait un petit peu ce qu'on veut. Maintenant qu'on a passé 1 an et demi sur Kamehru, la question est clairement sur la table de est-ce qu'on transforme les comptes Kamehru en comptes studio. Merci. Est-ce qu'on a... on continue. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Ma question, ça portait sur le message. Est-ce que vous avez pu avoir des retours concernant justement la portée qu'il aurait pu avoir auprès de votre public ? Et si oui, lesquels ? Et est-ce que ça a globalement fonctionné ? C'est difficile à mesurer, je dirais. Mais c'est vrai qu'on est contacté par un tas de gens qui font le nombre de gens qui font des mémoires, des trucs de doctorat, tout ce qu'on veut, des thèses sur le sujet des jeux vidéo utilisés comme vecteur de messages sociétaux, c'est complètement fou. Donc, alors si on le mesure au nombre de mails qu'on reçoit de gens qui font ce genre de choses-là, on se dit qu'on a été repéré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un feedback. C'est difficile, je trouve. En fait, c'est très difficile parce que le message, c'est les zones humides, c'est important. Ok. En termes d'action concrète, un joueur, qu'est-ce qu'il va faire au quotidien ? Il peut juste, advocate s'il a une zone humide autour de chez lui et qu'il y a la question de la bétonner ou de la restaurer ou il peut prendre position et encourager d'un côté ou de l'autre, mais c'est extrêmement difficile en fait à mesurer comme action en fait quoi. Le but, c'était aussi de rendre un petit peu les zones humides un peu plus sexy, un petit peu plus désirables. On a tous cette image du marais plein de moustiques, etc. Non, ça peut être aussi des beaux endroits avec une bonne biodiversité. C'est pas plein de moustiques. Les grenouilles, elles mangent les moustiques. Donc, si on fait une belle zone qui a une bonne biodiversité, un bel équilibre, c'est quelque chose de désirable. Le but, c'est vraiment de rendre les zones humides désirables. Donc non, c'est très difficile à mesurer comme action, mais on se dit qu'avec 150 000 joueurs qui ont vraiment lancé le jeu et vraiment vu cette espèce de jauge carbone, on a un panneau aussi en jeu au milieu du marais qui dit voilà, les zones humides, ça capture 10 fois plus de carbone que les forêts, quoi. Donc ce message-là, il est quand même rentré dans la tête de 150 000 personnes. On se dit que ça a un impact non négligeable, même si on peut pas le mesurer, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on va prendre une dernière question ou est-ce qu'on a essoré l'inspiration de tout le monde sur le sujet pour ce soir ? Ah, toi t'en as une dernière ? Quoi ? Pour la question de la localisation, déjà, est-ce que les espèces de grenouilles étaient des vraies espèces ? Non. Ok, et du coup, pour la traduction dans certaines langues de fausses espèces de grenouilles, en fait c'est parce que j'ai vu des reviews de Steam qui disaient ça, où des Chinois se plaignaient de ne pas avoir les vrais noms des vraies grenouilles, etc. Comment ça s'est géré, la question de la localisation, pour traduire des noms qui n'existent pas ? Ça s'est géré différemment selon les langues, c'est-à-dire c'est notre publisher qui a géré la localisation. Et il y a eu plusieurs passes d'aller-retour en fait donc c'était une boîte qui gérait la majorité des langues. Après on a ajouté le coréen, après on a ajouté le portugais brésilien avec des traducteurs indépendants. Clairement on a une grenouille dans le jeu, c'est la grenouille Sparkly parce qu'elle a des petites étincelles sur elle. Et clairement dans les trades parfois chinoises c'est la grenouille qui brille.
c'est pas la grenouille sparkly en fait, quoi. Et sur pas mal de langues, on a eu ça. Il y a encore des petits trucs qui sont passés comme ça, effectivement. Donc le plus possible dans les champs commentaires, on mettait garder le nom des grenouilles telles quelles. Enfin, on avait même mis dans toutes les langues, léopard c'est léopard, vous touchez pas à ça, quoi. Et mais bon, il y a encore des scories qui sont passées, effectivement, quoi. Merci. Oui, voilà, on va pouvoir aller boire un coup quand même. Ouais. Merci infiniment à tous les deux pour cette présentation.